C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Et si les fondements de notre histoire, ce qu'on a vraiment tous appris à l'école, étaient en fait faux? C'est une question un peu vertigineuse, mais c'est celle qui est au cœur des documents qu'on analyse aujourd'hui. On va se pencher sur des théories qui, disons, ne se contentent pas de corriger des détails, non. Elles viennent dynamiter deux piliers de notre passé. La fameuse découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et puis le véritable rôle des pyramides d'Égypte. Tout à fait. Et pour ça, on s'appuie sur une discussion assez passionnante entre plusieurs chercheurs qui proposent une relecture radicale des faits. L'idée centrale, c'est qu'un savoir ancestral bien plus avancé qu'on ne l'imagine aurait été transmis, puis peut-être volontairement effacé. Ou réécrit. Notre mission, donc, c'est de décortiquer ces arguments, de comprendre sur quelles preuves ils reposent et de voir où ça peut nous mener. C'est ça. On va essayer de regarder ces arguments de plus près. Et surtout, de se poser la question, si c'est vrai, ne serait-ce qu'en partie, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à notre compréhension du monde et de nos propres origines? Commençons par le plus connu alors. Christophe Colomb, 1492. Le grand classique. Voilà. L'affirmation de nos sources, elle est assez simple en fait. Il n'a pas découvert l'Amérique. Bon, ça, ce n'est plus vraiment un scoop. Non, on est d'accord, ça commence à être connu. La science officielle reconnaît elle-même que les Vikings étaient déjà là, sur le site de Lansomédose, à Terre-Neuve, au début du XIe siècle. Ce qui fait presque 500 ans avant Colomb. C'est énorme. C'est ça. Que la liste des visiteurs avant Colomb est immense. Ah oui. On parle d'Égyptiens, de Romains, de Phéniciens, de Chinois et même d'Africains de l'Ouest. Le tableau qui se dessine, c'est celui d'un monde interconnecté depuis des millénaires. Pas du tout des continents isolés qui attendaient d'être découverts. D'accord. Mais alors la question, elle change. Pourquoi ce mythe de Christophe Colomb est-il si tenace? Si on sait que c'est faux, pourquoi est-ce qu'on continue, dans certains pays, de le célébrer? Je pensais que c'était juste une vieille habitude historique. Et c'est là que ça devient fascinant. Selon les analyses qu'on étudie, ce n'est pas une simple erreur, ni une habitude, c'est une construction juridique, intentionnelle. Une construction juridique. Attendez, comment ça? Un mensonge qui a été gravé dans la loi pour devenir une arme de dépossession massive. Ça s'appelle la doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte. C'est un concept qui a été formalisé dans le droit américain en 1823. Un juge de la Cour suprême, le juge Marshall, a statué que l'acte de découverte par une nation chrétienne européenne, eh bien, ça conférait à cette nation la propriété des terres. Même si elles étaient déjà habitées. Exactement. Les peuples autochtones, qui vivaient là depuis des temps immémoriaux, se sont vus relégués à un simple droit d'occupation, un droit qu'on pouvait leur retirer à tout moment. En clair, leur souveraineté et leurs terres leur ont été volées sur la base de cette fiction. Donc si je comprends bien, le mythe de Colomb n'est pas juste une anecdote, c'est la pierre angulaire légale C'est ça. qui a permis de justifier la colonisation et l'expropriation de tout un continent. C'est l'acte de naissance juridique de la colonisation, basé sur une fiction. Et les conséquences, elles sont bien réelles. Cette doctrine a servi de base à des lois comme l'Indian Removal Act de 1830. Qui a autorisé la déportation forcée des nations amérindiennes? C'est ce qui a mené à la piste des larmes, une marche forcée où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts. Et ça a encore des répercussions aujourd'hui. On pourrait penser qu'une doctrine du 19e siècle est obsolète. Pas du tout. Et c'est peut-être le point le plus troublant. La source cite une affaire de 2005. Une nation amérindienne avait réussi à racheter une partie de ses terres ancestrales. Mais la Cour suprême a statué qu'il devait quand même payer des impôts fonciers à l'État. En s'appuyant sur cette même doctrine, En s'appuyant sur cette même doctrine de la découverte, le principe est toujours actif, ce qui soulève une question explosive. Que se passerait-il si le gouvernement américain reconnaissait officiellement que Colomb n'a rien découvert? tous les défis de la propriété foncière pourraient, S'effondrer. ou du moins être sérieusement remis en cause. C'est vertigineux. Mais pour que cette idée de monde interconnecté tienne, il faut des preuves physiques, au-delà des textes de loi. Qu'est-ce que les sources avancent comme preuve concrète de ces voyages très anciens? Elles en avancent plusieurs, mais une des plus surprenantes et des plus débattues, c'est la présence de cocaïne et de nicotine dans des momies égyptiennes. Pardon? De la cocaïne et de la nicotine? Mais c'est une affirmation stupéfiante. Ces plantes, la coca et le tabac, elles viennent exclusivement des Amériques? Comment c'est possible? C'est la question à $1 million. J'imagine que la première réaction de la communauté scientifique, c'est de crier à la contamination.
Ou à la fraude. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Dans les années 70, puis de manière plus approfondie dans les années 90, deux chercheuses allemandes, une égyptologue et une toxicologue, Svetlana Balabanova, ont analysé des échantillons de cheveux, de tissus, d'os de plusieurs momies, dont celle du grand Ramsès II. D'accord. Les résultats étaient sans appel. Des traces claires de nicotine et de cocaïne. La communauté égyptologique a crié au scandale. Ils les ont accusés de travail bâclé, j'imagine. De contamination des échantillons, voilà. De manque de rigueur. Et comment les sources répondent à ça, à cette accusation de contamination? C'est l'argument le plus évident. Eh bien, les chercheuses ont pris ça très au sérieux. Elles ont refait les tests avec des protocoles extrêmement stricts. Surtout, elles n'ont pas seulement trouvé les substances elles-mêmes, elles ont trouvé leurs métabolites. C'est-à-dire, Les composés que le corps produit en assimilant ces substances. Ça prouve que la personne les a consommés de son vivant. Ce n'est pas une contamination après la mort. ah d'accord, je vois. C'est une preuve d'ingestion. C'est ça. Et le coup de grâce, si on peut dire, c'est qu'elles ont même identifié un parasite spécifique du plant de tabac américain dans les poumons d'une des momies. C'est une sorte de signature biologique, en fait. Impossible à contester. Et malgré ça, elles ont été ostracisées, mises au banc de la communauté scientifique. On a des preuves matérielles qui suggèrent des échanges transatlantiques il y a 3000 ans, mais elles ont été rejetées parce qu'elles ne collaient pas avec le récit dominant. Cette idée d'un savoir effacé ou mal interprété, elle s'applique donc aussi à l'Égypte, avec un monument que tout le monde croit connaître, les pyramides. C'est une transition parfaite, parce que le point de départ est le même. On nous raconte une histoire simple, et quand on creuse un peu, elle ne tient pas la route. L'histoire officielle, c'est que les grandes pyramides de Gizeh sont des tombeaux. Les tombeaux des pharaons. Portant. Pourtant, c'est un fait qu'à Bibi, on n'a jamais retrouvé la moindre momie de pharaon à l'intérieur de ces pyramides. Jamais. Elles étaient toutes dans la vallée des rois. Voilà. À plus de 500 km au sud. D'accord, ça c'est un fait troublant, mais assez connu. Les sources qu'on étudie vont plus loin, j'imagine. Elles ne se contentent pas de dire qu'on s'est trompé de fonction, elles remettent en cause la construction elle-même. C'est le cœur de l'argument. La théorie alternative, elle s'appuie sur la physique, sur l'ingénierie. Le principe de base de la science, c'est la reproductibilité. Or, les sources affirment qu'il est absolument impossible de reproduire la construction de la Grande Pyramide. Avec les outils qu'on nous présente. Exactement. Avec les outils et les techniques que l'égyptologie officielle attribue aux Égyptiens de l'époque. Des burins en cuivre, des maillets en pierre. Pourquoi impossible? On a tous cette image de milliers d'esclaves qui poussent des blocs. C'est une image d'Équinal, ça. Prenons juste un exemple. Le granit. La chambre du roi, à l'intérieur de la pyramide, est faite de blocs de granit rose d'Assouan. Le granit, c'est une des roches les plus dures au monde. Et le cuivre, c'est un métal mou? Relativement mou, oui. Tenter de tailler du granit avec la précision millimétrique qu'on observe dans la pyramide, en utilisant un burin en cuivre, c'est comme essayer de sculpter de l'acier avec une cuillère en plastique. L'outil s'use avant d'avoir entamé la pierre. C'est ça. La physique des matériaux ne le permet tout simplement pas. Et pour le transport? On nous parle de barges sur le Nil, les sources contestent ça aussi. Oui, et avec des calculs à l'appui basés sur la physique navale. Les représentations de bateaux égyptiens de l'époque montrent des coques en forme de banane. Très peu de surface en contact avec l'eau. D'accord. Pour transporter des blocs de 60 tonnes, comme ceux de la chambre du roi, il aurait fallu un bateau énorme. Or, avec une telle charge et ce type de coque, remonter le courant du Nil, dont le débit est de 8 à 10 000 mètres cubes par seconde, c'est une impossibilité hydrodynamique. Le bateau aurait reculé? La force de poussée du courant aurait été bien trop forte. Il aurait reculé, tout simplement. Donc, si les Égyptiens de l'époque ne pouvaient ni tailler ces blocs avec une telle précision, ni les transporter, la question devient évidente. Qui a construit les pyramides? Et surtout, pourquoi? C'est là que la théorie alternative prend toute son ampleur. Elle propose que les pyramides sont l'œuvre d'une civilisation antérieure. Bien plus avancé technologiquement? Oui, et qui aurait disparu lors d'un grand cataclysme. Les sources la situent autour de 12 500 ans en arrière. Ce qui correspond à la fin de la dernière période glaciaire. Exactement. Une époque de bouleversement planétaire majeur, avec une montée des eaux de 120 mètres. Les Égyptiens de l'époque pharaonique n'auraient fait que trouver et réutiliser ces sites monumentaux. Une civilisation antérieure. Et ça expliquerait pourquoi ce ne seraient pas des tombeaux. Alors, quelle aurait été leur fonction ?
Les sources parlent de centrale énergétique. Ça sonne un peu science-fiction quand même. Sur quoi ils se basent pour avancer ça? Sur les mathématiques et sur la géodésie, c'est-à-dire l'étude des dimensions de la Terre. L'analyse du plan du plateau de Gizeh révèle une connaissance stupéfiante. Les dimensions de la Grande Pyramide incorporent des constantes comme pi et le nombre d'or avec une précision folle. D'accord. Mais plus incroyable encore, ces proportions sont un modèle réduit de l'hémisphère nord de la Terre à l'échelle 1 sur 43 200. Attendez, ça veut dire que les bâtisseurs connaissaient la circonférence exacte de la planète? C'est ce que ça implique. Je ne suis pas sûr de bien saisir. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que pour construire ce monument, il fallait connaître les dimensions exactes de la Terre. Une connaissance que notre civilisation n'a redécouverte que des milliers d'années plus tard. La source va jusqu'à affirmer que les bâtisseurs utilisaient le système métrique, puisque le mètre est défini à l'origine comme une fraction de la circonférence terrestre. Face à un tel déploiement de savoir, l'idée d'un simple tombeau paraît... Presque absurde. On ne déploie pas une telle technologie pour un caveau. L'hypothèse d'une machine conçue pour une fonction précise que nous avons oubliée devient alors beaucoup plus plausible. C'est un changement complet de paradigme. On passe d'un monument funéraire à une technologie perdue. Cette idée d'une civilisation globale avancée, ça implique qu'on devrait trouver d'autres traces ailleurs, non? Absolument. Et les sources compilent ce qu'elles appellent des échos de ce passé oublié. Par exemple, une carte de 1583, dessinée par un cartographe turc, qui représente l'Antarctique. Sans glace. Sans glace. Et elle mentionne une région des géants. Le détail qui tue, c'est que le continent antarctique n'a été officiellement aperçu pour la première fois qu'en 1820. Comment le cartographe pouvait-il savoir à quoi ressemblait la Terre sous des kilomètres de glace presque 240 ans à l'avance? C'est une excellente question. Et cette mention de géant, ça semble tout droit sorti d'un conte de fées. On pourrait le croire. Sauf que la source cite des dizaines d'articles très sérieux de la presse américaine du 19e et début du 20e siècle, du New York Times par exemple. Et il rapporte quoi? Il rapporte la découverte, partout aux États-Unis, de squelettes humains anormaux mesurant entre 2,50 m et 4 mètres de haut. 4 mètres? Oui, ces découvertes étaient documentées, mesurées, avant de, selon les auteurs, mystérieusement disparaître des musées. On a donc des cartes impossibles, des histoires de squelettes géants, et il y a aussi les similitudes architecturales, c'est ça? C'est un autre pilier de l'argumentation, oui. Comment expliquer que des dolmens mégalithiques en Bretagne soient construits sur le même principe que des dolmens en Corée, Ou les pyramides à degrés en Mésoamérique et en Mésopotamie? ou même les structures pyramidales qu'on trouve sous la mer, au large du Japon? L'explication officielle, c'est celle des développements parallèles. Des peuples isolés qui auraient eu les mêmes idées complexes par hasard. Voilà. La théorie alternative, elle, propose autre chose, que ces sites ne sont pas disposés au hasard. Une connaissance partagée héritée de cette civilisation mère. Plus que ça, ils seraient alignés sur un réseau global, des sortes de lignes d'énergie. Si on trace une ligne droite sur un globe, on peut relier l'île de Pâques, Machu Picchu, les pyramides de Gizeh et encore Wat au Cambodge. Tous ces hauts lieux de l'ancien monde. Ne seraient pas des créations isolées, mais les nœuds d'un réseau planétaire, positionnés sur des points précis pour une raison qui nous échappe, peut-être liée à l'énergie de la Terre elle-même. Alors, si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, que faut-il retenir de tout ça? On a exploré des arguments qui suggèrent que l'histoire, telle qu'on nous la raconte, est au mieux incomplète. Au pire, une falsification au service d'intérêts très concrets. Comme la justification de la colonisation, par exemple. Exactement. Le fil conducteur, c'est cette possibilité de l'existence d'une civilisation globale, très avancée, dont les réalisations, les pyramides, les cartes anciennes, sont des vestiges qu'on interprète mal. Ça renverse complètement notre vision du progrès. Totalement, on ne sait pas à l'apogée du développement humain, mais plutôt des amnésiques, les héritiers d'un savoir en grande partie perdu. Et ça invite à questionner ce qu'on appelle le consensus scientifique, qui selon les sources peut parfois agir comme un dogme en rejetant toute preuve qui ne cadre pas avec le récit établi. Pour finir, les sources nous laissent avec une pensée assez provocatrice. L'un des chercheurs interrogés affirme avoir décrypté un code basé sur les dimensions des pyramides et la vitesse de la lumière. Un code qui lui aurait indiqué un point géographique très précis, près de la pyramide de Khéops. Et il est persuadé. Il est absolument persuadé qu'à cet endroit se trouve l'entrée de salles souterraines, des salles qui contiendraient les archives perdues de l'humanité, une sorte de bibliothèque de cette civilisation disparue. Waouh! La question qui reste en suspens, c'est donc, que se passerait-il si on découvrait que toute notre histoire doit être réécrite?
Tu n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon Seigneur. Instruis-toi.